L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité ce dimanche. Au Burkina Faso, l'opposition et la société civile mettent la dernière main au plan de la transition politique vers un retour au pouvoir civil. L'armée s'est tenue à l'écart des négociations, mais rien ne se fera bien sûr sans son accord. Le débat sur la nationalité d'Ali Bongo refait surface au Gabon après l'apparition du livre du journaliste français Pierre Péan qui met en doute la nationalité de l'actuel chef de l'État. L'opposition entend saisir la justice pour faux et usage des faux. Les proches du pouvoir, eux, dénoncent un complot contre l'État gabonais. C'était il y a 25 ans, le mur de la honte au mur. Voilà pour le sommaire, la charte de la transition négociée depuis plusieurs jours à Ouagadougou par l'opposition et la société civile doit être validée encore aujourd'hui, ensuite obtenir le feu vert de l'armée, les militaires burkinabés qui ont promis de rendre le pouvoir aux civils sans fixer des dates. Retour sur ces instances, tractations toujours en cours au Burkina Faso dans ce reportage. Rendez-vous au journal d'investigation Mutation. Idrissa Bari ne ménage pas Compaoré. Le régime a laminé beaucoup de personnalités, il faut le dire, parce que beaucoup ont collaboré plus ou moins de près ou de loin avec le régime. Donc ça fait que c'est très difficile, surtout pour la jeunesse, d'accepter certains noms, quoi. Même sentiment à Omega FM. La radio s'est révélée pendant les événements. Ces journalistes politiques y décryptent les coulisses des tractations. Vous avez des langues qui se délient difficilement, vous avez des hommes politiques, certains sont devenus très grincheux, il y en a qui sont tendus. Déjà quand vous appelez, c'est soit je suis en réunion, j'ai pas assez de temps, et quand les langues se délient, c'est juste pour vous dire l'essentiel en une ou deux mots. Manœuvre et tension, difficile d'y voir clair. Même ce journaliste expérimenté, Newton Ahmed Bari, est pressenti pour les plus hautes fonctions. Moi j'ai vu votre nom dans le journal, est-ce que c'est vous le futur président? Ça, j'en sais rien. C'est possible? C'est ouvert. Vous y réfléchissez quand même? Bon, enfin, comme on m'a pas demandé mon avis, je regarde. Pour lui, comme pour beaucoup de Burkinabés, le nom n'est plus essentiel. Ce qui est important, c'est d'éviter les erreurs du passé. Il ne faut pas mettre en avant les hommes, mais il faut mettre en avant les structures. Et c'est pour cela que nous pensons que ça, on est en train d'y aller avec la construction de la charte, que si l'on met les institutions en place, on met les critères, on met un collège électoral, les choses iront d'elles-mêmes. Par rapport donc justement à cette charte de la transition, je vous propose d'écouter le professeur Augustin Loada, constitutionnaliste et directeur du Centre pour la gouvernance démocratique, le CGD. Il revient ici sur les grandes orientations de cette charte au micro de Abdoulaye Bari. Il s'agit dans un premier temps d'élaborer un draft de ce que pourrait représenter cette charte constitutionnelle. Et dans un second temps, nous sommes entrés en contact avec les partis politiques pour harmoniser nos vues, dans la mesure où, depuis cette affaire de l'article 37 de la Constitution, la société civile et les partis politiques regroupés autour du chef de file de l'opposition ont travaillé en vue d'aboutir à ce résultat que nous connaissons aujourd'hui. Alors, pour revenir à la charte de transition à proprement parler, elle s'articule autour de deux grandes parties. Il y a les organes de l'exécutif, plus particulièrement le président de la transition et le premier ministre de la transition, et puis il y a aussi ce que nous avons appelé le Parlement de la transition. En appui de ces organes clés, il y a aussi des organes techniques de la transition qui ont été proposés dans cette charte. Il s'agit d'une commission de réforme et de réconciliation nationale. Et puis, il s'agit aussi d'un conseil de défense et de sécurité qui doit venir en appui au Parlement de transition et à l'exécutif de transition. Il a été prévu un Parlement de transition pour faire le travail législatif qui est nécessaire dans tout État moderne, qui serait composé, Parlement qui serait composé non seulement de représentants des partis politiques, de l'opposition actuelle, mais aussi des organisations de la société civile, sans oublier naturellement les militaires qui constituent aussi une composante du peuple.
Toujours sur la crise au Burkina Faso, on vient de l'apprendre, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, est attendu donc ce lundi à Ouagadougou. Une visite qui intervient après que le lieutenant-colonel Zida ait affirmé ne pas être tenu par l'ultimatum des 15 jours imposé par l'Union africaine. Après sa rencontre avec le nouvel homme fort du Faso, le président mauritanien va s'entretenir également avec les protagonistes de la crise, la société civile, l'opposition, le camp Compaoré et les chefs traditionnels et religieux. Suite à l'apparition du livre du français Pierre Péan qui met en doute la nationalité gabonaise de l'actuel chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Front uni de l'opposition appelle à manifester jeudi prochain dans tout le pays. Le Front uni faisait sa déclaration cet après-midi, a décidé de saisir les juridictions compétentes pour, je cite, faux et usage de faux sur la nationalité gabonaise du président Ali Bongo. On écoute ici le porte-parole du Front uni, Zachary Mibuto, propos recueillis à Libreville par notre correspondant Ismaël Obianzé. Le serment prêté la main sur la Constitution en 2009 par Ali Bongo Ondimba est donc une forfaiture préméditée, un parjure particulièrement grave, une haute trahison qui vaut condamnation par la Haute Cour de justice conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution. Humilié par l'amateurisme et l'incompétence des émergents, blessé dans son honneur et sa dignité par l'arrivée à la tête de l'État d'un usurpateur doublé d'un faussaire, choqué et indigné par la volonté manifeste de monarchisation de la République par Ali Bongo Ondimba, le peuple gabonais doit aujourd'hui prendre ses responsabilités. C'est pourquoi le Front appelle toutes les Gabonaises et tous les Gabonais des 4 coins du pays, les villageois et citadins, les partis et associations à caractère politique, la société civile, les syndicats, à se mettre debout pour, comme un seul homme, chasser du pouvoir Ali Bongo Ondimba. L'ONG Convergence pour l'unité proche du pouvoir à Libreville dénonce, elle, un complot contre l'État gabonais. Elle a choisi la ville de Toum ce week-end pour faire son message et entend porter plainte pour diffamation contre le journaliste français, auteur du livre Les Nouvelles Révélations africaines. Explication Ismaël Obianzé, Thierry Mensa avec notre bureau à Libreville. Le régime gabonais, à mi-mandat, appelle ses soutiens à regarder dans la même direction. Il juge son bilan positif, quoi qu'en pensent ses détracteurs. Un Toum, ville située à une quarantaine de kilomètres de Libreville, est convaincu de l'action du chef de l'État. L'ONG Convergence pour l'unité crie au complot contre la première institution du pays avec l'apparition du livre de Pierre Péan. Nous soupçonnons que ce soit des faits politiques tendant à la déstabilisation du pouvoir Gabon. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Le Gabon, ce n'est pas ces pays-là. Le Gabon est un havre de paix et nous demandons à tous les Gabonais de se lever comme un homme, comme un seul homme, pour dire ne touche pas à mon président de la République. L'ONG Convergence a fait un don d'ordinateur à la mairie d'Ontoum, à un autre chef de quartier et posé des actions en faveur des élèves du principal lycée de la ville. Le représentant des élus nationaux du Komomanda, en soutien aux réalisations des 5 ans du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, pense que beaucoup a été fait ici. Nous, ici en Toum, nous avons des exemples palpants du développement du Komomanda grâce à Ali Bongo Ondimba. J'en veux pour preuve cette salle qui nous abrite aujourd'hui. C'est une preuve palpable d'Ali Bongo Ondimba et vous lirez la plaque qui est à l'entrée, un don à la jeunesse. Et j'en veux pour preuve, et les experts l'ont dit, la route nationale qui part du PK12 à Kango et qui passe par Ntoum. Et j'ai cru entendre qu'au passage, les entreprises qui sont adjudicataires réaliseront des travaux au sein de notre commune. La mouvance présidentielle est passée à l'offensive depuis quelques jours contre ceux qu'elle qualifie d'ennemis du Gabon. Tout autre chose à présent, fin ce week-end à Cotonou au Bénin de la 64e
Session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique au terme des 5 jours de concertation. Chefs des délégations et experts de la santé ont fait des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de l'environnement sanitaire en Afrique. Estelle Pazou amène d'Almeida avec notre bureau à Cotonou. Progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement liés à la santé en région africaine. Épidémie de la maladie à virus Ebola, point sur la situation et les leçons apprises. Fonds africain pour les urgences de santé publique. Comment accélérer les progrès de mise en œuvre? Autant de grandes préoccupations abordées au cours de cette 64e session régionale de l'OMS pour l'Afrique. En clair, le continent nécessite de sérieuses dispositions pour relever les défis sanitaires auxquels il reste constamment confronté. Question de responsabilité, de recommandation, mais aussi de résolution. Et la présente session de l'OMS y a mis un point d'honneur. Les États membres doivent désormais renforcer les systèmes de santé en appliquant les politiques, stratégies et lignes directrices de l'OMS, mettre en œuvre les meilleures pratiques pertinentes tirées d'autres pays qui ont accompli des progrès et atteint les cibles OMD. Pour accompagner les États membres dans l'atteinte de leurs objectifs, l'OMS est appelée à fournir son appui dans la mise en œuvre des plans nationaux de préparation et de riposte, y compris le renforcement des capacités des ressources humaines. Collaborer avec la Commission de l'Union africaine pour accélérer l'établissement du Centre africain contre les maladies. C'est une session qui aura connu l'élection du Dr Moueti Machidiso à la tête de la région africaine de l'OMS. Elle s'est engagée à travailler avec tous les États membres pour améliorer la santé en Afrique. L'occasion de la clôture a été celle des remerciements, mais surtout du rappel de l'engagement de chaque pays à œuvrer pour un mieux-être en Afrique. La 65e session régionale de l'OMS pour l'Afrique va se tenir à N'Djamena, en République tchadienne. Il y a 25 ans, tombait le mur de la honte ou le mur de Berlin et l'Allemagne réconciliée se souvient aujourd'hui 9 novembre. On va y revenir bien sûr, mais avant, voyons ce qui fait les reste de l'actualité en brève en images avec Albertine Dotsi. Au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram multiplie les actions aux frontières du pays. Les insurgés ont tué un soldat camerounais ce samedi dans une ville du nord du Cameroun, après s'être emparé 2 jours plus tôt d'une localité nigériane voisine du Niger. Les Chebabs somaliens ont lancé ce samedi une grande offensive contre l'île stratégique de Kouda, située dans le sud-ouest des côtes somaliennes. Plusieurs médias somaliens affirment également que les insurgés sont maintenant maîtres de l'île qui a changé plusieurs fois de main ces derniers mois. Le président Barack Obama a reconnu ce dimanche avoir échoué dans ses efforts pour convaincre les Américains du bien fondé de sa politique conduisant à la défaite démocrate aux dernières élections législatives de mi-mandat. Et enfin, les hommes d'affaires africains se sont engagés à donner 28 millions de dollars, environ 12 milliards 600 millions de francs CFA, pour contribuer à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Cet argent servira à alimenter un fonds d'aide qui sera géré par l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Le 9 novembre 1989, tombait ce que d'aucuns ont appelé le mur de la honte, allusion au mur de Berlin. Cet après-midi, la chancelière allemande Angela Merkel a présidé la cérémonie officielle de ce 25e anniversaire. Nous pouvons changer les choses en bien, a dit Angela Merkel. C'est le message de la chute du mur, un signal d'espoir pour des pays comme l'Ukraine, la Syrie ou encore l'Irak où les libertés fondamentales sont bafouées. Au matin de ce 9 novembre 2014, ces milliers de ballons viennent rappeler la déchirure que fut le mur de Berlin. 25 ans plus tard, l'Allemagne se souvient et c'est Angela Merkel qui lance les commémorations. Elle qui a grandi à l'Est, fleurit un vestige du mur. La chancelière a voulu des cérémonies simples et populaires. Pas de barrière avec la foule et cette discussion à bâton rompu. Si vous voulez, vous pouvez longer l'ancien tracé du mur sur 15 km. Ça fait une jolie promenade. Ce sera ensuite le temps du recueillement avec un office religieux. À la sortie, Angela Merkel tient dans sa main une bougie qu'elle va déposer au pied du mémorial pour les victimes du communisme. Pour une grande majorité d'Allemands, le bilan de la réunification
est très positif. Je suis très heureuse que ces 25 dernières années se soient bien passées. Tout a bien évolué et j'espère que ça continuera comme ça. Devant le mémorial du mur de Berlin, Angela Merkel enchaîne un nouveau bain de foule. Chancelière de la première puissance économique d'Europe, que de chemin parcouru en 25 ans. La chute du mur nous a montré que les rêves peuvent devenir réalité. Rien n'est immuable, quelle que soit la hauteur des obstacles. C'est le miracle allemand, cette révolution pacifique qui, il y a 25 ans, a réunifié un pays. Consultation contestée aujourd'hui en Catalogne et cette importante région espagnole organise contre la volonté du gouvernement central de Madrid une consultation populaire sur le souhait d'indépendance de la population, mais pour Madrid, ce vote n'aura aucune valeur car jugé illégal. Devant les bureaux de vote, des files d'attente interminables. C'est la première fois que les Catalans sont appelés à se prononcer sur l'indépendance de leur région. Certains sont même venus spécialement de France pour ce scrutin. Je ne pouvais pas rater ça, bien sûr. Donc on s'est organisé de façon à pouvoir descendre à Barcelone. Aujourd'hui, on est venu hier soir. On voit que je vais voter oui. Voilà, je vais voter que nous voulons être un État et que nous voulons être un pays indépendant. Plus de 1300 bureaux de vote sont ouverts dans toute la Catalogne. Un scrutin symbolique, sans valeur légale, mais pour les indépendantistes, c'est un vote très important. Ça fait longtemps que les Catalans et Catalanes veulent montrer que nous sommes une nation. Et en tant que nation, on a le droit de décider si on veut être un État en Espagne ou un État indépendant. Difficile de rencontrer des opposants à l'indépendance devant les urnes. Ils sont appelés à boycotter ce vote qui divise les Catalans. Il crée un conflit qui n'a pas lieu d'être. Honnêtement, pour moi, c'est une mascarade, un contresens. C'est un retour étonnant, voire mystérieux de deux Américains qui viennent d'être libérés par la Corée du Nord. C'est des Américains condamnés à des peines de 6 à 15 ans de travaux forcés sont rentrés aux États-Unis après une visite plutôt discrète du directeur de renseignement américain qui est venu en personne chercher les deux hommes. Ces retrouvailles, Kenneth Bey en rêvait depuis 2 ans. Le missionnaire chrétien arrêté en Corée du Nord avait été condamné à 15 ans de travaux forcés. On lui reprochait d'avoir tenté de renverser le régime. Quelques minutes plus tard émerge Matthew Todd Miller, 24 ans, détenu depuis mai. Il avait pris, lui, 6 ans pour entrer illégal sur le territoire. J'ai perdu beaucoup de poids, mais j'ai tenu bon grâce à votre soutien. Le missionnaire d'origine sud-coréenne ne dit rien de ses propres soucis de santé, mais insiste de ne pas oublier la population nord-coréenne. L'important pour les Américains, c'est qu'en 2 semaines, leurs 3 ressortissants ont été relâchés par Pyongyang. C'est un jour merveilleux pour leurs familles et leurs amis, et nous sommes reconnaissants de leur retour. Au-delà, un verrou vient de sauter entre Washington et Pyongyang. Le timing n'est évidemment pas fortuit. Le sommet Asie-Pacifique s'ouvre à Pékin avec une rencontre prévue entre Obama et Xi Jinping. Au menu, les droits de l'homme et le rapport de l'ONU accablant pour Pyongyang. Washington a menacé de saisir la Cour pénale internationale. Le soutien de Pékin est nécessaire et Pékin n'a jamais été aussi critique envers son vieil allié. Et puis, il y a le dossier nucléaire, des pourparlers au point mort depuis 2009. La conviction à Washington et Séoul de l'avancement du programme nord-coréen. Un 3e test a été conduit en avril dernier, provoquant l'inquiétude en Asie. La menace nucléaire nord-coréenne s'est approchée au point qu'elle est à présent sur notre palier. Il s'agit donc de ramener Pyongyang et son chef convalescent à des négociations. De fait, si Washington affirme que la libération des Américains s'est faite sans condition ni contrepartie, un homme a œuvré au nom d'Obama sur les 2 dossiers, le patron du renseignement américain. Retour sur le continent, la lutte contre le virus Ebola exige l'effort et la participation de tous. Le message de l'artiste malienne Salix, elle appelle au respect des règles d'hygiène et s'exprime sur les mobiles qui l'ont poussé à composer cette chanson de sensibilisation, des propos recueillis par Al-Khalifa Touré. Vu la situation actuelle dans le monde entier, on va dire, moi en tant qu'artiste, je me suis sentie obligée de faire une chanson sur ça pour sensibiliser
le monde entier en fait, l'Afrique, le monde entier quoi. Et vu qu'il y a des gens qui ne croient pas à ça, que ça existe, et donc il fallait faire une chanson obligatoirement. Je pense que tous les artistes devaient faire la même chose quoi. Déjà la chanson c'est en 5 langues, c'est en français, c'est en anglais, c'est en peul, c'est en sorey et principal bambara. Et donc je parle de faire attention à cette maladie qui menace le monde et que c'est dangereux, que nous devons faire attention quoi. Et je demande aussi aux gens de prendre des précautions comme surtout ici les gens aiment beaucoup se saluer, c'est-à-dire donner la main. Donc je demande de diminuer un peu jusqu'à ce qu'on trouve une solution en fait. Voilà, c'était là l'artiste malienne Salix qui appelle au respect des règles d'hygiène s'agissant du virus Ebola. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite de programme tout à l'heure à 20h30. Votre magazine économique Eco-Hebdo avec Sori Kaba Diakité à 21h, Moïcho 100% musique, 21h30 Afrique Info première partie et à 22h15 un téléfilm africain L'œil de Dieu première partie. On se quitte sur cette musique des Salix qui sensibilise sur le virus Ebola. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.